1736, un jeune garçon d'apparence délicate quitta cette maison dans l'allée Wenzhou pour se rendre dans la lointaine capitale du pays. Ce qu'il n'imaginait pas est que sa vie allait devenir légendaire. Contre toute attente, cette légende, des années plus tard, s'est popularisée d'autant plus qu'elle a été interprétée plusieurs fois au théâtre et au cinéma. On ne se lasse pas de conter son histoire, chacun à sa manière. Ce jeune homme s'appelait Gan Guobao. La nuit commence à tomber sur le quartier Sanfangqixiang. Les vacarmes du jour font place à la sérénité nocturne. Les vieilles maisons du quartier nous paraissent plus élégantes. En ce jour, une soirée théâtrale est offerte au centre de loisirs du quartier résidentiel. C'est une pièce du théâtre local de Fuzhou. À la nouvelle, bon nombre de personnes âgées du quartier s'y précipitent. L'histoire raconte qu'un homme qui avait perdu de l'argent au jeu s'est adressé à sa cousine pour lui en emprunter. Cette dernière, déjà maîtresse d'un propriétaire terrien avare, se gaussait. « Ah ah, tu es un vaurien, tu ne sais que faire le cordonnier et tu joues au jeu d'argent. Tu n'es donc que bon à faire le brigand de grand chemin. » Le garçon fut contraint de s'enrôler sous les drapeaux à Taïwan. Quelques années plus tard, contre toute attente, il rentra au pays vêtu de brocart, avec plusieurs exploits militaires à son actif. Ce qui est le plus surprenant encore est que l'impératrice douairière était sa tante. Il devenait ainsi le cousin de l'empereur. Ce dernier lui donna un titre de mandarin, commandant de la garnison de Beiting. D'un pauvre garçon, objet de moquerie de sa cousine, au cousin de l'empereur, d'un joueur invétéré, au retour triomphal et au commandant de la garnison, quel changement dans sa vie! Et le héros de cette légende est bien Gan Guobao.它有很多的这个曲解的情节，引起人们的兴趣，所以说影响力很大，特别受到这个闽剧。闽剧有一段快叫人口的一个唱段，就是他和那个表姐黄连莲的那个盘口，盘口也就是你说我大，我说你大，啊，他采取湖州的闽剧这个曲牌，叫做双蝴蝶。那一般上年级人看过这个戏的，他都会唱。Les habitants de Fuzhou apprécient particulièrement le personnage de Gan Guobao dans la pièce. Quelle est la part de vrai et d'imaginaire dans cette épopée? Est-ce que Gan Guobao, dans l'histoire, connut réellement ce parcours de vaurien pour devenir un général de grand mérite? Gan Guobao est né ici, en 1709, dans le village Xiaoliyang du district Pingnan, à 6 heures de voiture de la capitale provinciale. Gan est né dans une famille pauvre. Cependant, comme dans le cas de grands personnages connus, sa naissance fut mystifiée par les voisins du pays. Dans出生的前一个晚上，他母亲就做梦，那个见到一只老虎向他的这个面前扑过来哈，扑过来，他醒来呀，就给他丈夫讲了，哇，很怕了，哈，一只老虎向我面前扑来，她已经怀孕了。那么就在这个第二天清晨，他就刚好宝就出生了。所以说，出生以后啊，生的这个相貌堂堂啊，他的母亲做梦啊，认为这个儿子将来有出息。
Les habitants du district Pingnan adorent les arts martiaux. Aujourd'hui, ils gardent encore cette tradition. Tout ce qui leur tombe sous la main, ils sont capables de s'en servir comme une arme. Le jeune Gan Go Bao allait à l'école dans la journée et suivait les cours d'arts martiaux le soir. Jour après jour, mois après mois, il faisait de grands progrès, tant sur le plan scolaire que sur le plan martial. 平壤县留下了2个那个很大的石弹，那个石弹大概就是一个也是100多斤嘛，很大，两块。好，这个还听说呢，不一般的那个像甘蔗比较插在那个洞里面，他一个手指轻轻的一打就断掉。这一类的例子大概传说当中有。从实物来看的一个那个举重的那个石头，啊，那个武艺是比较好的。 Gan Go Bao participa au concours de sélection d'enfants lettrés à l'âge de 14 ans. Il réussit et se classa parmi les premiers. Il participa au concours de sélection d'enfants de militaires. Il réussit encore et se classa aussi parmi les premiers. Un adolescent de montagne aussi fort en lettres qu'en arts martiaux. S'il n'avait pas été assidu dans ses études, il n'aurait pas pu obtenir ces résultats, malgré ses dons innés. Gan Go Bao n'était donc pas un paresseux, un tir au flanc. Il ne pensait pas qu'à monter sur scène. Cependant, il y a un point commun entre le personnage et le vrai Gan Go Bao. Tous deux vécurent au plus bas niveau de la société. Quand Gan Go Bao quitta-t-il son village? Quand s'installa-t-il dans le quartier Sanfang-Tisiang, où résidaient les aristocrates? Aujourd'hui encore, il nous est impossible de trouver une explication plausible acceptée par tous. Dans son CV, on y voit « sélectionné au concours d'arts martiaux à 19 ans ». Docteur en arts martiaux à l'âge de 24. Les arts martiaux sont décidément les maîtres mots de son CV. Or, sa résidence choisie était située dans l'allée Wenzhou. Wenzhou signifie en chinois les lettrés confucéens. Cette allée est longue aujourd'hui de 460 mètres. C'est la plus longue du quartier résidentiel. Cette stèle, plantée à l'entrée de l'allée Wenzhou, a l'air très vieille. Elle porte tant de traces d'intempéries. Cependant, les caractères gravés dessus sont encore lisibles. Il est interdit, à l'intérieur des murs, de célébrer des rites sacrificiels, de construire des abris ou de stocker des objets afin de prévenir tout incendie. Il est interdit d'entreposer du bois dans l'allée, sous peine de porter atteinte à l'image du quartier dans son ensemble. C'est en fait une convention de code de conduite. Voyons un peu la date. C'était en 1881. Je pense qu'il est extrêmement rare dans le pays qu'une telle convention de code de conduite pour un quartier résidentiel ait survécu jusqu'à nos jours. Cependant, cette convention, gravée sur stèle, n'a rien à voir avec Gan Go Bao, car ce dernier est décédé 105 ans auparavant. Le voisin des Chen, dont les 6 fils furent tous docteurs, habite au 51 allée Wenzhou, au temple des ancêtres de Gan Go Bao. On dit aussi que c'était un temple familial, consacré au Bouddha. On dit que la mère de Gan Go Bao était une fidèle bouddhiste. Gan, fils pieux, acheta cette maison pour l'héberger. Gan Go Bao habitait quant à lui au 28 allée Wenzhou. En 1919, le rempart de la ville au bout de l'allée Wenzhou fut démoli. Une nouvelle avenue goudronnée
partageait la ruelle en deux. Il ne nous reste donc que ce vieux mur de l'ancienne résidence de Gangbao. À l'époque, quand Gangbao allait et venait dans l'allée Wenju, il ne manquait pas de passer par ici. Cette maison est l'ancienne résidence de Zhang Ting, un grand général d'armée qui a lutté contre les pirates japonais sous la dynastie des Ming. Elle fait face au temple de Gan au 51. En 1555, des pirates japonais faisaient des ravages dans les régions côtières du Jiangsu et du Zhejiang. Zhang Ting, gouverneur du Sud-Est et ministre des Armées, à la tête des forces des 7 provinces des 2 rives du Yangtze, lutta contre ces envahisseurs japonais. L'année suivante, avec l'aide de Yu Taiyou et de Lu Trang, Zhang Ting remporta plusieurs grandes victoires dans la région Tiaxing du Zhejiang. Tout le pays s'en félicita. Mais, en cette période critique, Zhang Ting offensa Yan Song, premier ministre du gouvernement. Il l'accusait de retarder les batailles contre l'ennemi. L'empereur Tiating avait confiance en Yan Song et décapita Zhang Ting à Beiting en octobre, l'année même où Zhang triompha des Japonais. Les habitants de la capitale se soulevèrent alors. Un grand général victorieux était exécuté. C'était vraiment le monde à l'envers. Tous les marchands se mirent en grève pendant 3 jours. Finalement, l'empereur rendit justice à Zhang Ting et fit construire une grande tombe en son honneur. Par la suite, il réemploya l'officier avec qui Zhang avait combattu. Ce jeune officier, durant les années qui suivirent, fut dépêché à plusieurs reprises au Fujian pour lutter contre les pirates japonais. On dit qu'il séjourna aussi dans la ruelle Minshan, près de l'allée Wenju, lors de son passage à Fuzhou. Ce jeune officier était Qi Tiguang, qui remporta aussi des victoires éclatantes bien après. Quand le maître d'arts martiaux, Gangbao, s'entraînait, voyait-il les silhouettes de Zhang Ting et de Qi Tiguang? Avait-il dans l'esprit l'ambition de réaliser de grands exploits comme ses aînés? À partir de 1756, sous le règne de l'empereur Qianlong, Gangbao fut nommé successivement commandant de Weining dans le Guizhou, de Susong dans le Jiangnan, de Wenzhou dans le Zhejiang et de Nanhao dans le Fujian et le Guangdong. Aujourd'hui, 主要的管边防为主，有点现在这个机动的环抱部队的这个性质差不多。凡是边疆有动乱，他都是派Gangbao去，因此他到过，比如说甘肃、这个贵州、云南、广东、广西、福建、浙江这一溜凡是边境的地方，他全部去过。Il allait au-devant des problèmes. Il surgissait là où les difficultés se posaient. Gangbao n'était pas un vaurien sans gêne, mais un général exemplaire, fidèle à la patrie et à l'empereur. 每到一个地方，Gangbao来做好事，比如说有救灾啊，这个有什么灾难，Gangbao也会向朝廷汇报，自己亲自到水灾什么灾的第一线去处理问题。比如这个有一次嘛，这个大水来了漳州一带，他亲自煮稀饭，煮了一大锅一大锅，就到现场给老百姓打饭吃啊，这个救济灾民什么的，也写了奏折给朝廷报告。 En tant que commandant, Gangbao dirigeait des troupes pour mater les révoltes, mais il se souciait aussi de la population en difficulté. L'empereur Qianlong était bien entendu satisfait d'un tel subalterne, dévoué, responsable. Cependant, Gan était-il réellement un cousin de l'empereur? Au théâtre, après avoir perdu au jeu l'argent de son maître, le personnage de Gangbao est contraint de s'enrôler dans l'armée, à Taïwan. Mais en a-t-il vraiment été ainsi? Gangbao
a-t-il été à Taïwan? Si oui, pour quelle raison? Qianlong, quatrième empereur de la dynastie des Qing, apparaît souvent sur le petit écran 200 ans après sa mort. On ne se lasse pas de conter son histoire, notamment celle de sa naissance. Or, la vérité est que sa mère était l'impératrice douairière Niugulu. Elle était issue du clan Drapeau jaune encadré. Sa famille ne s'appelait pas Gan. Elle n'était d'ailleurs pas de l'ethnie Han. Apparemment, ce n'était qu'un vœu des gens de voir Gan, cousin de l'empereur Qianlong. Par ailleurs, Gan était l'aîné de 2 ans de Qianlong. Par contre, il est vrai que Gan est allé à Taïwan. En 1759, Taïwan fut ravagée par les troubles perpétrés par des bandits intérieurs et des pirates japonais. Qui pouvait y rétablir la paix? Gangoba, bien sûr, qui avait l'habitude de se rendre là où le besoin s'en faisait sentir. Ainsi, Gangoba fut nommé commandant de la garnison de Taïwan. L'empereur le convoqua spécialement. Taïwan occupe une position stratégique. C'est une île pas comme les autres. Seul un chef clairvoyant et compétent peut accomplir cette mission. Tant sur la scène que dans la réalité, c'est à Taïwan que Gangobao passa les jours glorieux de sa carrière. Dès son arrivée à Taïwan, Gangobao réussit à capturer le chef des bandits. Sans chef, les bandits posaient moins de problèmes. Le banditisme fut ainsi combattu. Par la suite, Gangoba déploya de gros efforts pour se lier d'amitié avec les habitants. Il encourageait les bonnes manières, construisait les écoles, apprenait la culture continentale aux habitants. Il leur faisait découvrir les cultures agricoles et le tissage. Sous la direction de Gan, les soldats étaient fidèles à leur devoir de défense et les habitants vivaient en paix. Lorsque les pirates japonais attaquèrent l'île depuis la mer, Gan, en tant que commandant, fonça le premier sur l'ennemi. Son bateau patrouillait jour et nuit en mer. Aussi, son mandat fut-il renouvelé. Il passa au total 4 ans à Taïwan en tant que commandant de garnison. Les pirates japonais avaient peur de lui et se sont pliés devant son courage. Ils n'osaient plus le provoquer. Gangoba n'a pas perdu de son éclatante notoriété à Taïwan, même aujourd'hui. « 1759年第一次到台湾，过了几年以后，1765年又到了这个台湾，2次的，因此在台湾的影响非常大。我的1995年到台湾参加金马奖，当时我通过一些导演就是了解了以后，比如说新奇导演就拍过甘国宝过台湾的电影，这个还有台湾的歌仔戏，有的歌子我们念歌子戏，台湾的歌仔戏就演这个甘国宝这个过台湾这些，现在的梨园戏也有演，而且还开场学术争论。 L'empereur confia une de ses terres stratégiques à Gangobao. Même si ce dernier n'était pas son cousin, cette confiance confirmait que l'empereur appréciait beaucoup les services de Gangobao. Il le convoqua, partagea avec lui un banquet et lui accorda de grands honneurs. En 1768, Gangoba fêta ses 59 ans. L'empereur Qianlong lui offrit une pancarte portant le caractère bonheur, calligraphié de sa main. Cette pancarte est conservée jusqu'à ce jour au temple des ancêtres du clan Gan dans le village Tixia, dans le district Pingnan. Pourquoi l'empereur offrit-il ce bonheur à un officier de l'armée? L'histoire remonte à 1764. Cette année-là, des Birmans pillaient la région frontalière et Gangoba y fut dépêché pour faire régner la paix. Gangoba 来云南，来云南，他是在云南开化镇的总兵啊。一听到Gangoba来啊，他Gangoba本来声名很大啊，
听到港宝来，他就怕了，怕了不敢动。本来是有战争的了，他一来，缅甸人就怕了，怕了就不敢动了，不敢动就化港口为鱼饵。这个云南里就免掉一旁的战争的祸乱了，老百姓也安居了。Un cas semblable de pacification sans recours à la force se produisit aussi à Taïwan en 1765. Un commandant qui triomphe sans livrer de bataille mérite bien ce caractère bonheur. Pour récompenser Gan, l'empereur Qianlong lui offrit à titre exceptionnel une voiture à 2 chevaux. 这个马车是特别制造的马车前后面有旗子。旗子也有，人家拿了旗子，你刚把坐在马车上是吧？过去这个武将都是骑马，结果这个乾隆就是试开了2匹马拖的这个马车，他可以坐在车上，用马车拉了，你出去就不要骑马了，这是一个荣誉。L'année qui suivit, Gan Gobar, qui franchit allègrement le cap de la soixantaine, fut promu commandant en chef des forces d'infanterie du Fujian. C'est un fait, il a cumulé les titres de commandant en chef durant toute sa carrière. Ici, c'était le siège du commandant en chef de la marine du Fujian. Ces 2 caractères datent du temps où Gan siégeait ici en qualité de commandant en chef de la marine du Fujian. De tous les titres de commandant en chef qu'il reçut, celui qui signifiait commandant en chef des 9 portes n'a jamais existé. Apparemment, c'était là encore simplement le vœu de la population, décidément facétieuse. On dit que dans les années 20 et 30, plusieurs troupes se disputaient un acteur connu pour le rôle de Gan Gobar. Vers le milieu des années 80, la troupe de théâtre du Fujian, du district Liantiang, jouait la pièce Gan Gobar et ce fut un événement sensationnel. 1 millier de représentations furent données dans la ville de Fuzhou et à chaque fois, la salle était comble. Sur scène, Gan Gobar est un personnage plein de charme. Les artistes s'efforcent d'agrémenter l'histoire d'un garçon qui s'est ressaisi. Pourtant, on ne connaît que des éléments fragmentaires de sa vie réelle, faute de description concrète officielle. En 1776, il fit une inspection dans 8 préfectures du Fujian. Au moment où il passait dans la préfecture Quanzhou, il tomba gravement malade. Il mourut peu après, à l'âge de 69 ans. De quelle maladie a-t-il été atteint? Personne ne le sait. On dit que sa dépouille, ramenée de Quanzhou, fut enterrée au Mont du Chat, dans la banlieue nord de Fuzhou. Où exactement? Mystère. On ne sait même pas, quand il épousa sa femme, combien d'enfants il eut. Tout cela est décidément bien flou. « 200 ans après la mort de Gan Gobar, une institution a été créée en août 2003 pour l'étudier spécialement. En septembre, une organisation similaire a été constituée à Taïwan. Il nous est impossible de reconstruire l'ancienne résidence de Gan dans son état originel. Heureusement, une belle résidence ancienne d'un autre officier de l'armée est bien préservée dans le quartier Sanfang-Tisiang de Fuzhou. Ce bâtiment de style occidental était la résidence de Chen Tiliang, vice-ministre de la Marine, commandant en chef de la première flotte de la République de Chine. Ses carreaux exquis et ses bois fins ont tous été importés de l'étranger.
En 1920, tombé en disgrâce pour avoir aidé l'armée rouge de l'Union soviétique à combattre le Japon, il retourna à son pays natal et fit construire cette demeure. En 1936, à nouveau évincé par Chiang Kai-shek, Chen Tiliang retourna une seconde fois chez lui. Il baptisa ce bâtiment Pavillon des méditations de l'ermite. 而且在这个月亮门前立了一个那个对联，他对联是这样子写的：竹里尽销武士服，啊，就是他家里有园林建筑吧，现在美观美肌的，我给他好好的销服，花间补读未完书，啊，他就在这个很优美的一个环境当中，好好的看书。 好好的学一些知识，所以说这个退市的保留到现在，在三坊七巷来说，诗式建筑当中是最完整、最好的。Quand la guerre de résistance anti-japonaise éclata, le vice-amiral Chen Tiliang, commandant en chef de la première flotte, retourna au front et dirigea la fameuse bataille de Tianjin. À l'époque, 6 bâtiments de guerre de la marine chinoise étaient en stationnement à Tianjin et 35 bateaux civils et militaires hors service coulaient au fond du fleuve. Ces engins constituaient donc une ligne de défense. Chen Tiliang, installé en personne au bateau de commandement, surveillait jour et nuit le fleuve. Le projet des troupes japonaises de remonter le fleuve par la voie fluviale tomba à l'eau. Elles durent envoyer des avions bombarder Nanting en survolant Tianjin. Chen Tiliang ordonna à ses bateaux de tirer les canons antiaériens pour leur barrer la route. Furieux, les Japonais dépêchèrent une centaine d'appareils vers Tianjin. Le bateau de Chen fut touché par une bombe lors de ce raid intensif. Mais Chen Tiliang ne recula pas. Il encourageait toujours ses troupes à riposter. Ce combat sanglant dura 4 heures. Peut-être que Chen Tiliang, en retournant dans son quartier Saint-Fang-Tisiang et observant les fleurs éclore en flânant aux abords de sa maison, entendrait-il encore les explosions étourdissantes et reverrait-il les fumées sur le fleuve ce jour-là à Tianjin. Outre Chen Tiliang, Zhang Ting et Gang Guoba, d'autres officiers vécurent dans ce quartier. Liu Guanxiong, ministre de la marine républicaine, habitait ruelle Gongxiang. L'amiral Zuo de la marine républicaine demeurait ruelle Tibi. Vivait ici également Lan Tianshu, capitaine du bâtiment Zhenzhong de la flotte du Nord, et un descendant de Guo Huazhuo, qui aurait été conseiller militaire de Mao Zedong et vice-président de l'Académie des sciences militaires de Chine. Aujourd'hui, la ruelle Tibi, élargie, est une rue. L'ancienne résidence du grand érudit, Guo Baiyin, dans la ruelle Huangxiang, est toujours là, silencieuse, sous le crépuscule. Ses 5 fils ont tous réussi leur concours mandarinaux. Avec un peu d'imagination, on aperçoit les silhouettes gracieuses de ces anciens qui ont glorifié l'histoire sur chacune des briques du quartier.